Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 77 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Vladimir Lifshutz. Bonjour Vladimir. Bonjour. Alors Vladimir, vous êtes docteur en lettres et arts, vous êtes enseignant en cinéma et membre du centre de recherche Marge. Vos travaux portent sur la question des configurations temporelles dans les séries télévisées, mais aussi sur les clôtures, les univers fictionnels et les dimensions esthétiques et narratologiques des œuvres sérielles. De façon générale, vous travaillez sur l'évolution des formes audiovisuelles et les problématiques méthodologiques qui en découlent sont véritablement au cœur de tous vos travaux. Alors, Vladimir, aujourd'hui, on vous reçoit pour évoquer une série qui s'intitule The Affair. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en priorité sur cette série, Vladimir, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vue? Est-ce que, en tout début, vous pourriez nous la présenter? Bien sûr. Alors, The Affair est une série qui raconte en fait l'histoire d'une liaison extra-conjugale qui se produit pendant des vacances d'été. Et donc, un homme marié rencontre une femme mariée alors qu'il est en vacances à Mount Hope, qui est une station fréquentée dans les Hamptons. Et du coup, il entretient une relation avec cette femme. Et cette relation va avoir des conséquences sur sa vie à lui, sur la vie de cette femme aussi, et sur évidemment tout leur entourage. Et la grande originalité de The Affair, en tout cas ce qui fait sa singularité, c'est que c'est une série dont chaque épisode est divisé en deux parties, chaque partie étant le point de vue, alors au début de l'homme Noah, et la seconde partie de la femme Allison, les deux personnages qui vivent une liaison extra-conjugale. C'est une série qui a été du coup créée en 2014 par notamment donc, Sarah Trim et Agaï Levy, qui sont deux scénaristes et deux producteurs exécutifs américains assez connus pour différentes œuvres, notamment pour Agaï Levy, qui est un scénariste israélien. Il a travaillé notamment sur une fiction qui s'appelle In Treatment, en analyse, qui racontait l'histoire d'un psychologue qui faisait différentes thérapies. Et le dialogue était du coup au centre de cette série, qui était souvent à huis clos, dans des bureaux, entre du coup le thérapeute et ses patients. Et Sarah Trim, elle est passée notamment par House of Cards, où elle a écrit plusieurs épisodes, et puis In Treatment aussi, la série du coup produite par Agaï Levy. Donc on a du coup deux personnes qui se retrouvent pour écrire cette fiction autour justement de cette histoire de couple. Et la structure de la série va faire sa singularité et la fiction va se déployer sur 5 saisons avec un format de 12 à 10 épisodes par saison. Et elle va durer effectivement… alors, elle va avoir en fait plusieurs moments importants, puisque c'est une série qui va être aussi très impactée par ce qui va se passer dans les coulisses de la production, mais ça on y viendra plus tard. Et donc c'est un peu une série qui va traverser pendant 5 ans différentes turbulences avant de se conclure en 2019, du coup avec une fin qui a été du coup pensée et écrite pour être la conclusion de cette fiction. Alors, première question, Vladimir, pour vous qui travaillez en études cinématographiques, j'aurais aimé que vous développiez autour de ce que vous venez d'évoquer la structure narratologique très intéressante, notamment avec cette idée de bifocalité autour de la série, c'est-à-dire cette idée des deux points de vue que l'on retrouve de façon systématique sur chaque épisode. Bien sûr, alors en fait, voilà, c'est vraiment la grande force de The Affair, pour moi en tout cas, c'est que c'est une série qui aborde un sujet qu'on a vu, lu dans différents types d'œuvres de manière extrêmement récurrente. Donc le sujet n'est pas l'originalité du tout du propos, mais c'est bien sûr le traitement de cette fiction. Et effectivement, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle une structure donc bifocale. Ça, c'est un terme que j'emprunte à Rick Altman, qui est un théoricien justement de la narratologie et qui a expliqué comment on pouvait construire des récits d'un point de vue des structures en termes de points de vue. Et donc, chaque épisode nous donne deux points de vue sur, alors souvent des événements communs, puis des événements qui ne sont pas vécus en même temps. Et du coup, ça permet en fait de voir comment chaque personnage vit une situation et on se rend très vite compte qu'en fait, chaque personnage a sa propre vérité
à sa propre appréhension de ce qu'il a vécu. Et finalement, chaque personnage fait de lui-même le héros de sa propre histoire. Et donc, ce qui devient assez fascinant avec cette série, c'est que la vérité qu'on cherche peut-être naïvement au début, eh ben, elle n'est jamais donnée parce qu'en fait, les interprétations sont tellement différentes qu'on est obligé soi-même de faire ce travail finalement d'essayer de se dire bah, dans ces deux perceptions, quelle est celle qui est le plus proche peut-être de la vérité, ou est-ce que la vérité se trouve au milieu de ces deux perceptions, ou est-ce qu'un des deux personnages se ment à lui-même. Donc il y a tout un travail en fait qui est engagé par le spectateur, et ce qui fait que la série est très, comment dire, elle nous immerge de manière assez dynamique parce que justement, on est continuellement stimulé par ce qui est en train de se produire et interrogé sur ce qu'on pense être le vrai ou le faux, en tout cas le sens qu'on donne à ces termes-là. Et ça fait écho à un film qui a popularisé ce principe qui s'appelle Rashomon, qui est un film d'Akira Kurosawa en 1950, qui racontait l'histoire en fait d'un meurtre d'un samouraï dans une forêt. Et tout le film était construit par différents témoignages autour de cet événement. Donc, des différentes personnes qui avaient gravité autour de ce meurtre venaient témoigner devant un juge qui était incarné finalement dans le film de Kurosawa par le spectateur. Et donc, on nous racontait voilà, les différents témoignages, et c'était à nous de faire finalement ce travail d'identification de la vérité, quelque part, ou en tout cas d'essayer de déduire où elle était. Et dans le film de Kurosawa, on avait même le témoignage du samouraï mort qui revenait témoigner sur ce qui lui était arrivé, donc on était même dans du fantastique. The Offer va moins sur cette dimension-là, mais néanmoins, elle ne cesse de confronter le point de vue de l'homme et de la femme. Donc dans la première saison, on a vraiment cette idée qu'on ne suit que deux points de vue, Noah, l'homme marié, Allison, la femme mariée, et puis à partir de la deuxième saison, la série va s'ouvrir à d'autres points de vue, toujours dans un rapport de bifocalité, c'est-à-dire que chaque épisode étant découpé en deux parties, mais ce n'est pas toujours évidemment les mêmes points de vue qui vont être montrés, et on va notamment ouvrir au personnage d'Hélène, qui est la femme trompée, et Cole, qui est le mari trompé dans cette histoire, et puis au fil du temps, d'autres points de vue vont venir se glisser dans la structure de la série, notamment le point de vue de Whitney, la fille de Noah et de Hélène, et d'autres personnages qui arriveront au fur et à mesure dans la série. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la structure bifocale va rester en fait au cœur de la fiction, mais progressivement, on va tomber vers du multifocal, puisqu'on va avoir plus de deux points de vue qui vont nous être donnés à voir, mais toujours dans un rapport de bifocalité, c'est-à-dire toujours dans une confrontation entre deux points de vue. Il faudra vraiment attendre que la 5e saison pour qu'il y ait des passages où par épisode, on arrive même à un moment donné, me semble-t-il, à 3 points de vue qui nous sont donnés, avec une temporalité accordée qui n'est pas similaire. Donc c'est une série qui n'a pas cessé en fait d'évoluer, de se transformer, tout en gardant quelque chose de solidement ancré qu'on appelle sa formule, donc la manière dont elle est construite, avec ce rapport entre confronter deux points de vue sur des événements, et très souvent évidemment sur les relations amoureuses, sur les relations familiales, et sur les confrontations qu'il peut en résulter. Donc ce qui est intéressant avec The Offer, c'est vraiment cette structure et la manière dont elle implique le spectateur. Kurosawa l'avait très bien compris dès Rashomon en 1950. Et là, Agaï Levy et Sarah Trim remettent au cœur du processus de la série cette idée et l'adaptent, me semble-t-il, avec beaucoup d'ingéniosité et aussi avec un certain talent, puisqu'ils arrivent à vraiment nous interroger sur finalement pourquoi ces personnages-là ont des visions si différentes de ce qu'ils vivent et qu'est-ce que ça raconte d'eux et qu'est-ce que ça raconte aussi de nous dans notre manière de les percevoir et de les identifier et de les croire ou non. Et puis, si on suit ce que vous venez d'évoquer avec nous, hein, c'est qu'il y a beaucoup de choses à voir et à comprendre, des doubles sens nombreux dans cette série. Et puis, si on parle du genre, véritablement, on est aussi dans un entre-deux. On est à la fois dans du drame, mais aussi dans du thriller. Oui, absolument, parce qu'en fait, on est dans un drame familial, un drame même amoureux, on pourrait dire, puisque voilà, ça va être des histoires d'amour très compliquées, avec beaucoup de souffrance et voilà, une dimension en tout cas presque mélodramatique de ces relations-là. Et puis de l'autre côté, on a une série qui va se construire alors de manière un petit peu artificielle en fait, puisque très vite on va dépasser le côté thriller, même si on y reviendra plus tard. Mais quand même, puisqu'au début de la série, on a des flashs forward
donc des moments qui surviennent bien plus tard dans la fiction et qui mettent en avant qu'un meurtre s'est produit, dont on ne sait pas exactement de qui il s'agit, mais qu'en tout cas les personnages que l'on suit dans la série sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce meurtre. Et donc la question évidemment du coupable et de l'innocent et la dimension presque juridique, parce qu'il va y avoir un procès, va se mêler à la narration de cette série. Donc on va avoir presque deux séries l'une à côté de l'autre dans un premier temps. L'une qui prend évidemment toute sa place, qui est une série dramatique sur ses relations amoureuses et sur les conséquences d'une liaison. Et de l'autre, un thriller dans lequel ces mêmes personnages sont impliqués, peut-être, c'est quelque chose qui est suggéré, qui n'est pas clairement dit avant un certain point de la série, dans cette histoire de meurtre. Et du coup, on se retrouve vraiment avec un mélange un peu étrange entre ces deux éléments-là. Et en fait, on va comprendre, je pense, que l'articulation du thriller et du drame, elle va en fait servir aussi à construire la série, puisque finalement, il y a quelque chose de l'ordre du thriller même dans la structure de la série, avec cette idée de bifocalité, puisqu'on est en quête de la vérité, c'est-à-dire quand des personnages perçoivent les choses de manière différente, on s'interroge évidemment sur lequel a le mieux perçu la situation, est-ce que c'est possible de l'identifier? Et donc, on est aussi dans une enquête perpétuelle. Et la série ne cesse de mettre en abîme un peu aussi son processus de narration et sa structure, à travers cette idée que nous sommes aussi les enquêteurs de la vérité. Et en tout cas, on est en quête pour comprendre quel personnage, pourrais-je dire, a raison ou tort. Est-ce qu'on peut formuler les choses de manière aussi binaire ou pas? Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'habillage thriller en fait de la série sert à placer le spectateur aussi dans cette position d'enquêteur et dans cette recherche, dans cette quête en tout cas, de la compréhension de ce qui s'est produit réellement. Et donc de faire la part des choses entre évidemment plusieurs témoignages que sont finalement les points de vue qu'on nous donne. Et pour comprendre peut-être comment ça marche, parce que c'est vrai que là, j'en parle, mais je ne rentre pas dans des exemples, alors c'est peut-être un peu... Voilà, ça peut paraître un petit peu vague. Mais si je prends par exemple le tout premier épisode de la série, il est construit sur un moment qui est assez déterminant pour toute la fiction, qui est justement le moment où Noah, l'homme marié, rencontre Allison, la femme mariée. Et ça se produit dans un restaurant où elle, Allison, est serveuse et lui est en vacances avec sa famille, avec sa femme et ses enfants. Et selon leur point de vue, ils n'ont pas du tout la même perception de leur rencontre. Si je prends le personnage de Noah, quand il la rencontre, il la voit comme une séductrice, une femme très sûre d'elle dans sa féminité, dans sa sensualité. Et ça va même plus loin, puisque au moment de leur rencontre, la fille de Noah, l'une des plus jeunes, avale de travers un aliment et du coup, elle manque de s'étouffer. Et dans sa version à lui, il sauve sa fille, il arrive à lui faire recracher ce qu'elle a avalé. Et dans la version de Allison, c'est elle qui sauve cette petite fille. Donc on a vraiment des différences qui vont au-delà de l'interprétation de comportement, qui vont même sur des faits clairs et précis. Et c'est ce que je disais du coup, c'est qu'à ce moment-là, on s'interroge sur, finalement, dans ces deux versions, on a deux sauveurs potentiels. On a Noah qui aurait sauvé sa fille ou Allison qui aurait sauvé la fille de Noah. Et on apprend beaucoup plus tard, en fait, dans la 5e saison, que c'est bien, on apprend en fait la vérité sur cette histoire. Je voudrais pas spoiler, donc on apprend vraiment qui a sauvé cette petite fille. Et c'est ça qui est intéressant du coup, c'est cette double vision des choses qui nous engage à évidemment essayer de déduire la vérité de celle-ci. Il y a aussi, Vladimir, une question que j'allais vous poser, parce que quand on s'intéresse à cette série, on comprend que le lieu est aussi, j'allais dire, un personnage à part entière, hein. L'océan, d'ailleurs, est aussi très, très important. Alors j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu tout cela pour bien comprendre que le cadre, j'allais dire, de l'action de la série est véritablement majeur dans l'écriture de celle-ci. Bien sûr. Alors, la série en fait est construite donc sur un lieu où on ne va cesser de revenir et qui va être au cœur des 5 saisons de la série. C'est même là où la série va se terminer. C'est Mount Hawk, donc qui est une ville qui existe vraiment, que Allison d'ailleurs présente dans le premier épisode de la série comme le bout du monde, parce que c'est vraiment la ville tout au bout de Long Island. Donc c'est vraiment le point le plus avancé dans la mer du continent américain côté Atlantique. Et
cette idée de bout du monde dans lequel va se passer cette liaison, et qui est aussi une station de vacances où voilà, beaucoup de gens vont en vacances l'été. C'est un environnement évidemment entouré par un océan. Il y a un phare qui est le phare le plus ancien des États-Unis, qui est aussi toujours présent sur place. Donc c'est un lieu chargé d'histoire et qui se trouve aussi dans cette idée de fin. Et d'ailleurs, on ne va cesser de revenir à l'appellation de Montauk. Il y a une rue qui s'appelle littéralement The End. Voilà, Allison en parle comme du bout du monde, et il y aura d'autres répétitions par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'océan joue un rôle effectivement déterminant dans cette histoire pour plusieurs raisons. Alors d'abord, si on regarde juste le générique de la série, c'est construit d'une manière extrêmement poétique sur justement l'océan qui avance et recule à rebours. Il y a aussi cette idée d'un océan omniprésent qui déborde. Enfin, il faut voir le générique pour comprendre bien ça, mais il y a une approche en tout cas clairement poétique de cet espace-là. Et dans la série, le personnage d'Allison, donc, qui est au début marié à Cole, a vécu une tragédie, puisque leur enfant, qui s'appelait Gabriel, est décédé en se noyant dans l'océan. Et du coup, le personnage d'Allison voit littéralement l'océan comme ce qui l'a privé évidemment de son fils, et comme étant quelque part un endroit synonyme de mort. Et elle ne cesse d'être, elle, pendant une grande partie de la série, on va dire à la frontière de justement se laisser aller à finalement en finir avec la vie, parce qu'elle est totalement dans une dépression suite à la mort de son fils. Et en même temps, elle se rattache aussi à la vie sous certains aspects et elle essaye de continuer à avancer. Et donc, l'océan va représenter vraiment cette délimitation et cette marque. Et d'ailleurs, Sarah Trim, la scénariste qui, elle, a vraiment travaillé sur l'intégralité de la série, dit quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Elle explique que ce qui l'intéressait, elle, c'est pas tant l'océan, c'était la plage. Puisque la plage est pour elle la ligne de démarcation, finalement, entre l'infini de l'océan, pourrait-on dire, et puis la Terre. Et le fait est qu'Allison soit très souvent sur une plage, ou en tout cas à la frontière de cet océan, eh bien, ça renvoie à l'idée qu'elle est littéralement sur un fil entre la vie et la mort. Et l'océan va être une incarnation aussi de cet abandon par rapport à la vie que certains personnages vont subir et auxquels ils vont se confronter. Et donc, l'océan a quelque chose, évidemment, de profondément mélancolique. C'est un lieu, de toute façon, chargé d'histoire au cinéma, dans la littérature, dans la peinture. Et la série l'explore vraiment comme aussi bien un lieu hypnotique où des personnages vont trouver des réponses. C'est le cas pour divers protagonistes. On peut penser, par exemple, à Cole, le premier mari du coup d'Allison, qui va trouver des réponses en allant, lui, côté Pacifique, au niveau de l'océan. Malheureusement, et là je suis obligé d'un peu de spoiler, mais le personnage d'Allison va décéder dans la 4e saison et elle sera littéralement jetée à la mer. Et elle va du coup franchir ce cap qu'elle n'avait pas franchi du coup symboliquement tout au long de la série en restant en vie. Et l'océan va jouer aussi cet effet mémoriel, comme des vagues de souvenirs qui vont confronter les différents protagonistes de la série. Et donc, Montauk en soi joue un rôle dans la narration puisque les personnages, notamment Allison et Cole, viennent de cette petite ville. C'est aussi le lieu où les parents d'Hélène, donc la belle famille de Noah, vit. Et donc, évidemment, il va y avoir sans cesse des retours dans ce lieu-là pour parler, échanger avec les personnages et pour différentes raisons. Mais c'est un lieu qui, à l'image en fait de son phare emblématique, ne va cesser d'être une sorte d'appel et de guide et de figure un peu hypnotique pour les personnages. Si bien que la fin de la série se passera dans ce lieu-là, avec un certain nombre d'enjeux. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont à la fin de la série, puisque ça se passe bien plus tard dans le futur, l'océan est littéralement en train d'envahir ce lieu, de le faire disparaître. Et donc, il y a aussi quelque chose, je dirais, de l'ordre, là aussi, du symbole et de la construction symbolique de cette série, qui est la manière dont on ne cesse, en fait, de se replonger dans sa vie et son passé. Et symboliquement, c'est cet océan-là qui incarne tout cet espace temporel et mémoriel. Et d'ailleurs, le générique le chante dans la performance que fait la chanteuse Fiona Apple pour le morceau Container qui fait le générique. Littéralement, les paroles qui reviennent sans cesse, c'est replonger dans l'océan, replonger dans l'océan, replonger dans l'océan comme quelque chose d'extrêmement hypnotique et de très mélancolique. Et c'est exactement ce que vont faire ces personnages-là tout au long de la série pour essayer justement de se construire, d'avancer et de se pardonner à eux-mêmes leurs différentes erreurs, puisque c'est une série aussi beaucoup sur la thématique du pardon. Comme on l'a vu dans d'autres séries présentées dans Histoire en série, je pense notamment, Vladimir, à l'épisode numéro 39 sur Trémé que Aurélie Godet nous avait présenté. Il y a dans cette série The Affair
un élément, j'allais dire central, un élément moteur aussi pour faire avancer la narratologie, c'est la musique. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur la musique dans la série The Affair, Vladimir? Effectivement, déjà, je pense que The Offer, c'est un générique qui est vraiment singulier, qui est difficile d'expliquer parce que ça tient plus de la performance poétique que d'autres choses. Mais c'est des images très fortes, une musique très entêtante, et c'est littéralement presque un procédé hypnotique qui nous conditionne à nous mettre dans, on va dire, l'ambiance si particulière de la série. Il y a quelque chose d'alors ça a été qualifié de poème visuel et de poème sonore, mais je trouve que c'est assez juste, puisque la chanson du générique raconte une sorte de petite histoire ou de poème sur une femme décédée et qui a causé du coup des conséquences importantes suite à sa mort. Et il y a quelque chose du coup de l'ordre de la transmission de génération en génération dans la thématique du générique, qu'on retrouvera d'ailleurs aussi dans la série. Et donc déjà, voilà, il y a ce générique qui nous envoûte et qui nous plonge dans cet univers singulier qui est The Affair. Et ensuite, effectivement, il y a un certain nombre de moments, donc je ne vais pas tous les citer, où la musique vraiment joue comme un procédé épiphanique pour les personnages. C'est-à-dire que la musique révèle aux personnages des choses sur eux-mêmes, sur l'autre qu'ils ne savent pas ou qu'ils savaient mais qu'ils redécouvrent et qu'ils réentendent différemment. Et il y a cette idée-là qui est assez intéressante finalement, c'est que ces personnages-là dans la série, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc je reviens dessus pour ne pas oublier, c'est des personnages où, si vous voulez, il n'y a pas d'antagoniste. Tous les protagonistes ont des qualités et des défauts. Alors, selon sa sensibilité, on aura évidemment plus d'affection, d'empathie pour tel ou tel personnage, mais tous ces personnages vont quand même passer notre temps à nous amener à, en tout cas, reconsidérer ce qu'on sait d'eux et ne jamais les juger de manière définitive parce qu'on ne cesse en fait d'être amené à reconsidérer encore une fois ce qu'ils sont, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vont devenir. Et il y a quelque chose là-dedans d'assez intéressant, c'est que du coup, on n'a pas de méchants, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose de beaucoup plus d'ailleurs juste et me semble-t-il réaliste dans cette approche-là. Les méchants, c'est en fait les personnages qui se les créent dans leur tête selon la manière dont ils se racontent une histoire. Et donc, on a cette absence-là. Mais pour en revenir à la musique, il y a différents moments où l'écoute d'une certaine musique, à un moment donné, va déclencher une épiphanie chez les personnages. Alors, il y a un moment qui me paraît assez déterminant dans la deuxième saison, dernier épisode où les personnages sont à un mariage. L'un des protagonistes de la série, qui est un personnage pour le coup assez antipathique, qui s'appelle Scott Lockhart, qui est en fait la victime du meurtre qui s'est produit, dont on sait qu'il va mourir, mais on ne sait pas comment et surtout qui l'a tué, est une sorte de, comment dire, c'est un personnage, ouais, comme je disais, un peu antipathique, parce que c'est le frère de Cole, le mari d'Allison, et c'est un personnage qui deal de la drogue, qui est constamment sous alcool, qui n'arrête pas d'harceler les femmes, qui est passablement désagréable. Donc on n'a pas beaucoup d'empathie pour ce protagoniste et on lui voit surtout pas beaucoup de qualité. Et puis, c'est le mariage de Cole dans la deuxième saison où le personnage du coup se remarie avec une femme qui s'appelle Louisa et le frère décide à un moment donné de chanter une chanson en cadeau de mariage en fait. Et en tant que spectateur, quand on voit le frère monter du coup sur la scène pour chanter, on se dit que ça va être une catastrophe parce que c'est un personnage très égocentrique et qui va créer un drame de ce moment-là. Et puis, il se passe un truc extraordinaire, c'est qu'en fait, il chante une chanson qui s'appelle House of the Rising Sun et il en fait l'une des meilleures interprétations probablement que j'ai entendues et que beaucoup de spectateurs ont probablement entendu. Et donc, il y a ce moment complètement épiphanique où soudainement, on voit ce personnage différemment alors qu'il nous a passablement agacés pendant longtemps. Et il y a cette performance sur ce morceau-là. Et il se passe quelque chose à ce moment-là qui est assez singulier, c'est que la chanson, on l'entend différemment et on l'interprète différemment par rapport à ce que vivent à ce moment-là les protagonistes. Et c'est le moment où Allison, le personnage du coup féminin principal de la série, choisit pour divulguer une information très importante à Noah, l'homme avec qui elle s'est remariée à ce moment-là. Et on sent bien que la chanson, à ce moment-là, prend pour elle une vertu épiphanique. Elle l'amène à se transcender et à dévoiler à Noah une information capitale sur le fait qu'il n'est pas le père de son enfant, ce qui est quand même une révélation importante. Et on sent bien que c'est cette chanson-là qui amène à prendre conscience de ça. Et c'est intéressant parce que le personnage de Scott, avant de chanter House of the Rising Sun, il dit clairement « Je vais vous chanter une chanson. En fait, personne ne sait vraiment de quoi ça parle, mais c'est une sacrée chanson. » Et il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire que c'est pas tant les paroles de la chanson qui font écho à la situation du personnage, c'est la rencontre complètement, je dirais, magique entre
voilà, une musicalité et ce que ressent un personnage et ce qui en ressort à ce moment-là, c'est-à-dire la vérité qui va sortir de la bouche du personnage d'Alison. Et on a comme ça différents moments qui sont empreints de cette musique qui vient littéralement transcender les personnages dans leurs sentiments, leurs émotions, ou en tout cas sur ce qu'ils ont à dire aux gens qu'ils aiment. Et un dernier exemple pour comprendre ça, mais c'est vraiment probablement l'exemple pour moi le plus emblématique. À la fin de la série, dernier épisode de la série, c'est le 11e épisode de la 5e saison, le personnage d'Hélène va avoir une révélation en écoutant à un mariage un morceau de musique qui va littéralement là faire sens pour elle et qui va lui donner le courage de faire quelque chose de très important à ce moment-là. Et tout vient de la manière dont subitement son écoute change sur ce morceau. Et c'est traité même dans la manière dont le son est mixé, travaillé dans la série. On sent à ce moment-là que le personnage écoute différemment la musique. Et ça, c'est évidemment des petits trucs techniques qu'on remarque ou non, mais qui viennent appuyer l'idée qu'en fait, c'est des personnages en quête de sens, cette série, comme on l'est en général dans la vie. Et pour ces personnages-là, comme pour nous d'ailleurs parfois aussi, la musique va leur permettre de trouver du sens dans leur vie, va leur donner du sens. C'est quelque chose qu'expliquait très bien Guy Lévy en disant, voilà, en fait, le besoin de se raconter une histoire, c'est le besoin de donner du sens aussi à ce qu'on vit, le besoin de faire un récit de son vécu, de son expérience. Et du coup, dans ce récit-là, on a des moments où évidemment on fait des rencontres, où on a des révélations qui nous permettent de construire le récit de notre vie. Et la musique dans cette série fait figure de catalyseur, en tout cas, pour ces moments où justement les personnages trouvent du sens dans de la musique, là où il n'y en a pas forcément, mais ils le trouvent à ce moment-là parce qu'il y a la réunification de différents éléments émotionnels, épiphaniques, et même de prise de conscience qui viennent évidemment d'une situation donnée. Et donc, c'est ça qui est intéressant pour moi, en tout cas pour cette partie-là, c'est comment la musique, non pas en tant que telle, parce que la musique est ce qu'elle est, mais comment dans une situation et dans une écoute particulière, on lui donne un sens différent, nouveau, et qui finalement façonne le récit de nos histoires et de nos vies. Vous avez évoqué tout à l'heure, Vladimir, l'idée que cette série évoluait dans la façon dont elle était écrite. Alors j'aimerais qu'on y revienne un petit peu dessus pour vous faire comprendre d'ailleurs aux auditeurs comment on écrit une série et comment on peut la faire évoluer dans sa formulation. Vladimir, est-ce que vous pourriez, vous, nous en dire plus? Oui, alors je vais essayer d'être le plus clair possible, parce que c'est pas forcément évident à expliquer, mais donc une série, c'est une œuvre collective écrite par plusieurs scénaristes avec un ou plusieurs producteurs exécutifs showrunners qui dirigent cette salle d'écriture et qui lui donnent une cohérence et une continuité. Et donc The Affair va être construit avec une formule, chaque épisode, 2 points de vue, et puis comme je vous l'ai expliqué au début, une intrigue policière, un thriller derrière avec voilà, toute une partie dans le futur qui nous indique qu'un personnage a été tué. Il faut trouver les coupables. Et est-ce que c'est les personnages qu'on suit ou non? Si oui, pourquoi? Etc. Ça, c'est la formule de la série, c'est-à-dire c'est son cadre structurel strict. C'est une formule, je répète justement le terme, mais ce mot, la formule a été justement théorisée par un sociologue qui s'appelle Jean-Pierre Eskenazi et qui expliquait très bien que ça permet à la série en fait de perdurer puisqu'elle a un modèle d'écriture et donc la série s'insère dans ce modèle et puis elle se développe, elle se développe. Sauf qu'à la fin de la 2e saison, on rattrape le futur que nous suivions depuis le début de la série, et donc on a la conclusion de ce récit judiciaire. Et donc la série se retrouve à un carrefour parce qu'elle a rejoint son point finalement d'origine qui est donné au début de la série, qui est ce futur dans lequel on a ce procès. Et que se passe-t-il après en fait? Et c'est là qu'on trouve finalement de nouveaux termes pour essayer d'expliquer comment les séries peuvent évoluer, parce qu'elles doivent renouveler l'attention du spectateur, donc elles sont de moins en moins avec des formules strictes qui n'évoluent pas, parce qu'il faut évidemment ménager des points d'entrée pour d'autres spectateurs qui aimeraient peut-être suivre cette série, mais qui ne vont pas regarder les 2 premières saisons, ou au contraire donner la possibilité à certains peut-être, voilà, s'ils ont été satisfaits déjà de ces 2 premières saisons, de regarder autre chose, puisque finalement, eux, ce qui les intéressait, c'était déjà ce début d'histoire. Et il y a un processus, en tout cas que moi je nomme, et je ne suis pas le seul, on est plusieurs à en parler sous différentes formes, reformulation, qui est quand une série se reformule, c'est-à-dire qu'elle garde en fait quelque chose de très propre et de très similaire dans sa structure, mais elle la fait évoluer. Et donc, on nomme ça la reformulation. Et dès la 3e saison, on va trouver ça avec notamment un peu plus de points de vue qui sont exploités, avec non plus des flash-forward cette fois-ci,
mais un récit qui va rester davantage au présent, qui va exploiter différents lieux, qui va voyager ailleurs, qui va nous emmener même à l'étranger, ce que la série n'avait jamais fait. Donc, on parle d'évolution, de reformulation pour expliquer ce qui se joue. Et la saison 3 et 4 va être vraiment là-dedans. On va trouver cette évolution avec l'abandon de tout thriller, comme c'était le cas au début. Et puis, et parce qu'on en parlera un petit peu, les conséquences de production vont amener à notamment le départ de 2 acteurs majeurs de la série. Eh bien, la 5e saison va elle aussi se reformuler avec cette fois-ci un flash-forward encore plus clair, puisqu'on va suivre la fille dans le futur de 2 protagonistes à un moment où littéralement le monde est en train de s'effondrer, écologiquement parlant. Et donc, on va avoir comme ça un récit presque de science-fiction d'anticipation au cœur d'une série sur l'adultère, ce qui est assez improbable quand on regarde le début de la série. On ne croit pas du tout qu'on va nous emmener sur cette piste-là et rien ne laisse à penser que. Donc, c'est une série aussi qui a été obligée de s'adapter. Et qui dit adaptation dit évolution, et qui dit évolution dit, selon moi en tout cas, un processus qu'on appelle la reformulation, c'est-à-dire conserver encore une fois le cœur de sa structure, mais lui donner une évolution pour pouvoir évidemment se poursuivre et amener aussi d'autres spectateurs ou téléspectateurs devant cette série. Vladimir, autre chose de très intéressant dans ce que vous avez évoqué jusqu'à présent avec nous à notre micro sur le fonctionnement de la série, c'est tout ce qu'il y a aussi derrière la caméra. Et vous avez évoqué en introduction le fait que dans cette série, il y avait eu une crise importante de la production. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, vous, avec connaissant à la fois la série, puis le fonctionnement, le milieu d'une série, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ces choses-là peuvent impacter le déroulement d'une série et voire même son écriture? Bien sûr. Alors, c'est difficile parce qu'en fait, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On a des idées, si vous voulez, des théories, des interprétations, mais il y a des discours assez contradictoires, donc c'est difficile de démêler le vrai, le faux. D'ailleurs, là-dessus, on a presque l'impression que la série rejoue son processus de bifocalité avec 2 discours qui se confrontent, et entre les deux, il faut trouver la vérité. Alors, je ne pense pas que c'était voulu, mais c'est ironiquement ce qui se produit aussi dans ce cas-là. Donc, ce qui se produit, c'est que la 4e saison, l'actrice principale, Ruth Wilson, qui est littéralement le cœur de cette série, parce qu'avec Noah, c'est le personnage le plus important, on ne va pas se le cacher, et qui a notamment été récompensé en plus d'un Golden Globe pour sa performance, donc qui a une reconnaissance critique, qui fait littéralement avancer le récit, déclare à vouloir quitter la série à cause d'un environnement dit toxique. Alors, ça pose beaucoup de questions parce que la série est à ce moment-là dirigée par une femme qui s'appelle donc Sarah Trim. Elle est showrunneuse de la série. Et on ne comprend pas trop, du coup, qu'est-ce que ça entend, comportement toxique? Est-ce que c'est la showrunneuse qui est visée? Est-ce que c'est d'autres personnes? Et il s'avère que, visiblement, elle porte des accusations, mais elle a signé une clause, visiblement, de confidentialité, donc elle n'a pas pu aller beaucoup plus loin, Ruth Wilson, où elle aurait senti une pression nocive pour faire des scènes de sexe non justifiées, pour se dénuder devant la caméra, etc., etc. Et plus tard, on apprendra en fait qu'il y a eu une réunion avec un producteur de la série, un homme dont j'ai oublié le nom, mais qui littéralement l'a poussé en fait à aller plus loin dans les scènes de nudité dans cette série. Donc elle a fini par vouloir quitter la série parce qu'elle se considérait qu'il y avait un environnement toxique où on mettait en scène de manière plus répétée le corps de la femme que le corps de l'homme, et elle s'est sentie du coup probablement comme un objet dans cet échange-là, donc elle ne l'a pas supporté et elle a décidé de partir. Et donc, la 4e saison va donner une fin à ce personnage-là, puisqu'elle va mourir. Tout simplement, elle va être tuée par son amant, d'ailleurs, et son corps va être jeté à l'eau, et ça va conclure son histoire à elle à ce moment-là. Et alors, chose un peu plus étrange, c'est que l'acteur qui joue donc son mari dans la série, qui s'appelle Cole, du coup, le personnage et l'acteur, c'est Joshua Jackson, qui est connu pour ceux qui ont notamment vu des séries dans les années 90 pour être Pacey dans Dawson, par exemple. Eh bien, il va quitter aussi la série, mais de manière non officielle, et son personnage n'aura pas vraiment de conclusion. Il va disparaître un peu mystérieusement, et puis on entendra parler de lui, mais on ne le reverra jamais. Alors du coup, c'est étrange, parce que vous avez là 2 personnages qui sont là depuis le début et qui sont au cœur de l'histoire, et très clairement, quoi qu'en dise le personnage de Sarah Trim, la scénariste, Sarah Trim,
je ne pense pas qu'il était prévu de faire disparaître ces personnages de cette manière-là, très clairement. Mais ils vont quitter la série, donc la 5e saison se retrouve amputée de 2 de ses piliers, et donc va se recentrer sur la famille de Noah, notamment, et le personnage d'Hélène, et puis même les enfants de Noah et Hélène. Et on va suivre du coup leur histoire jusqu'au bout de la série, tout en ayant la présence pour équilibrer de Johnny, qui est la fille de Cole et de Allison. Et ces 2 personnages ayant quitté la série, c'est elle qu'on va voir plus tard dans le futur, et dont on va suivre l'intrigue et la vie. Donc, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'on a une série qui très clairement s'est écrite avec 2 couples. Et c'est une série qui raconte comment ces 2 couples se brisent, comment ces couples parfois vont même essayer de se retrouver plus tard dans la série. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire est-ce que après une séparation, est-ce qu'on peut retrouver quand même la personne qu'on a perdue ou non? Est-ce que ça arrive? Si oui, pourquoi? Sinon, comment? Qu'est-ce qu'on apprend des séparations ou pas? Donc, il y a tous ces thèmes-là qui sont assez bien abordés et qui sont très, très forts. Mais de l'autre côté, on a la disparition de la moitié en fait du sens de la série que composait le personnage d'Allison et Cole. Et ce qui est fou, c'est que la scénariste a toujours dit qu'en gros, c'est elle qui avait décidé que le personnage d'Allison allait mourir dans la 4e saison. Sauf que, rétrospectivement, quand on re-regarde et quand on voit la fin de ce personnage et quand on voit la suite, on ne peut pas y croire, tout simplement. On ne peut pas y croire parce qu'il y a trop de choses, d'incohérences et d'oubli et de choses qu'on met de côté, comme si la série avait voulu à un moment donné faire un peu l'aveugle sur une partie des personnages qu'elle avait elle-même développés pendant 4 saisons. Donc, il y a un truc très étrange qui se passe avec The Offer, qui n'est pas une série parfaite, loin de là, elle a ses défauts comme toutes les séries, mais qui montre comment la production impacte évidemment massivement sur la série et comment la série essaie de survivre, en tout cas de se reformuler suite à ces départs-là. Et c'est intéressant parce que justement, on voit que la série est vraiment une œuvre organique qui peut prendre plein de chemins différents. Et selon les contraintes d'écriture, de production économique de la chaîne, etc., eh bien, elle prend des directions. Et c'est un peu ce que raconte aussi d'ailleurs The Offer. Il y a presque là-dedans une mise en abîme de son propre processus d'écriture, avec cette idée finalement que tout est affaire évidemment de choix. Et d'ailleurs, c'est ce que raconte Noah dès le début de la série quand il parle à un moment à Allison sur la plage, où il lui dit qu'en fait, chaque choix qu'on fait crée une vie parallèle. Et on a l'impression que c'est une série littéralement qui aurait pu avoir un certain nombre de vies parallèles si elle n'avait pas eu toutes ces contraintes de production. Ce qui en fait une œuvre un petit peu cabossée à certains moments et en même temps incroyablement passionnante et relativement belle. Vous avez aussi dit depuis le début de cette émission, Vladimir, que The Affair, c'était une série que l'on regardait, mais c'est aussi une série qui nous faisait nous interroger, nous, sur le sens de la vie, sur certains moments clés, et en particulier la mort. Et la mort, le deuil, ce sont aussi des thématiques qui sont très présentes, vous l'avez dit, dans la série, en évoquant la mort d'un des principaux personnages, Allison, par exemple. Et donc, ce deuil, il est montré, il est explicité, et ça permet aussi, il y a aussi quelque part ici une certaine mise en abîme parce que le spectateur aussi est amené à réfléchir sur cette thématique-là dans la série. Tout à fait. Alors, moi, j'ai pas mal travaillé sur les fins de série parce que c'est ce qui me passionnait le plus. Comprendre un peu ce qui se jouait dans la fin d'une série et pourquoi, par exemple, des téléspectateurs étaient totalement bouleversés par une fin, avaient du mal même à émotionnellement s'en remettre tout de suite. Pourquoi il y avait des réactions parfois aussi violentes, émotionnellement parlant, sur les réseaux sociaux. Voilà, pourquoi les séries pouvaient provoquer cet effet-là, notamment dans leur fin. Et j'ai essayé de comprendre ça parce que je crois que, littéralement, finir une série, c'est un petit deuil. Alors, ça peut paraître comment dire, un peu extravagant de dire ça, mais pour beaucoup de personnes, il y a quelque chose qui se joue dans la fin d'une série qui les renvoie aussi au propre rapport qu'ils ont avec la notion de deuil, de finalité au sens large du terme. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plusieurs interprétations aussi de ce qu'on investit émotionnellement dans les personnages de fiction. Et d'un point de vue des sciences cognitives, on remarque qu'en fait, on ne différencie pas, émotionnellement parlant, un personnage de fiction d'un membre de sa famille. Alors attention, ça ne veut pas dire que rationnellement, on ne sait pas que notre père est plus réel qu'un personnage de série, bien au contraire, mais par contre, nos émotions ne font pas cette différence-là. Donc on peut être totalement anéanti par une série, émotionnellement parlant, par une fiction au sens large du terme.
Et dans The Affair, la notion de deuil, elle est omniprésente parce que la mort rôde à plein de moments de la série, de manière très pragmatique. La mort de Gabriel, la mort de Scott Lockhart, la mort d'Allison aussi, bien évidemment. La mort aussi du personnage de Vic, un chirurgien que rencontre Hélène, l'ex-femme de Noah, auquel elle est confrontée. Et ces personnages-là vont être sans cesse confrontés à la notion de deuil. Alors, elle peut prendre la forme, évidemment, de la mort, et littéralement de la perte de quelqu'un. Elle passe aussi par l'idée de la rupture amoureuse, qui est au cœur évidemment de ça. Elle passe aussi par le deuil au sens plus large du terme, c'est-à-dire le deuil de ce qu'on voulait être et ce qu'on ne sera pas, ou au contraire, le deuil d'un rêve qu'on a accompli. Donc il y a aussi cette, on va dire, cette diversité de sens qu'on donne au mot deuil qui est abordé par la fiction. Ce qui fait que c'est une série qui nous met pas très bien. C'est un peu comme The Leftovers. C'est pas une série qu'on regarde avec un grand sourire. Au contraire, c'est une série qui peut parfois profondément, je trouve, nous affecter et nous toucher émotionnellement parlant, parce que c'est une série qui ne ménage pas en fait ces problématiques de deuil et qui nous montre à quel point la construction d'une vie est aussi la résultante des deuils faits ou non faits de certains éléments. Et comme je le disais tout à l'heure, les deux, en tout cas, producteurs exécutifs de la série, alors Agaï Levy va partir après la saison 2, mais il va quand même laisser une trace dans son écriture, c'est comment ces personnages se racontent une histoire et se racontent eux-mêmes par une histoire. C'est ce qu'ils font quand ils nous donnent leur point de vue et qu'ils sont les propres héros de leur récit. Et tous ces récits, pour se façonner, vont être confrontés aussi à la notion de deuil. Allison, par exemple, le personnage féminin principal de la série, se reconstruit, en tout cas essaye, à partir d'un deuil qui est celui de la mort de son fils Gabriel. Et c'est cet élément-là qui va être central dans sa reconstruction, ou non d'ailleurs, dans la série. Et donc, il y a ces forces contraires qui existent chez tous ces personnages et qui mettent en scène, en fait, je dirais, le mot deuil au sens très large du terme, et qui invite évidemment le spectateur à s'interroger sur son propre rapport à ces questions. Et c'est là où The Affair touche, me semble-t-il, juste et avec efficacité, c'est que on est tous, humainement parlant, confrontés à la notion de deuil, mais de manière très large, hein, bien sûr, encore une fois, que ce soit par la perte d'un proche, que ce soit par la rupture amicale, amoureuse, que ce soit par le deuil d'un projet de vie qu'on ne pourra pas faire, ou alors le deuil personnel d'une situation, d'un rêve ou autre chose, etc., etc. Et la série nous raconte en fait comment ces deuils-là en fait construisent les personnages plutôt que les déconstruisent, et surtout comment le dépassement du deuil permet aux personnages en fait de se construire et d'avancer dans leur vie et de trouver ce qu'ils cherchent tous à différents niveaux, c'est-à-dire l'éternelle question du bonheur. Vladimir Lifus, merci pour cette présentation de cette série The Affair qu'on vous recommande, puisqu'il y a effectivement beaucoup de niveaux de lecture à la regarder, et c'est aussi l'idée d'Histoire en série de présenter comme ceci des séries par un spécialiste pour vous donner certaines clés de lecture. Et je pense qu'à l'écoute de cette émission avec Vladimir, vous pourrez regarder cette série différemment, la revoir pourquoi pas, puisque Vladimir a présenté un certain nombre de thèmes très importants pour sa compréhension. Alors justement, pour aller plus loin, Vladimir, vous avez donné, comme tous les intervenants et intervenantes de l'émission, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site histoireensérie.com, à la page de l'émission, sur laquelle on pourra aussi voir votre présentation et puis voir aussi vos productions qui permettent à celles et ceux qui s'intéressent aux séries d'aller plus loin et de comprendre un certain nombre d'aspects, notamment, vous l'avez évoqué dans l'émission, de comprendre comment une série se termine, comment est-ce qu'on termine l'écriture d'une série, ce qui est aussi très très intéressant. Je rappelle aussi à toutes et à tous que l'ensemble de nos émissions est disponible en résumé sur le site de notre partenaire nonfiction.fr, sur lequel vous pouvez aussi retrouver les liens pour aller les écouter. Vladimir Lifus, merci beaucoup pour cette excellente présentation de The Affair, et à bientôt, pourquoi pas pour une nouvelle série. Merci à vous. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.